Bonjour, ça va? Bien? Alhamdulillah. صح c'est ça. Salam alaikum. Aujourd'hui, on reçoit le professeur Aourak, l'ancien directeur général de la recherche scientifique et technologique, ici au CRBT, il a tenu à donner une conférence exclusivement aux chercheurs du CRBT et du CRSP. Le thème est la biologie quantique, donc c'est l'autre face cachée de la biologie du vivant. Donc le professeur Aourak, c'est un physicien, immunophysicien. Il a travaillé beaucoup sur le génome des matériaux. Depuis, lorsqu'il a dirigé la direction générale de la recherche scientifique et technologique, il a organisé plusieurs conférences de physique, de biophysique, de quantique et de vulgarisation. Donc, il continue, il est parti en retraite, mais il continue à servir la communauté scientifique, surtout celle de la recherche, pour promouvoir la formation, la connaissance
Donc, le CRBT est surtout Constantine et vraiment très honoré de le recevoir aujourd'hui pour cette occasion. C'est un moment de connaissance, de curiosité. Biologie quantique, certainement, il va nous apprendre c'est quoi cette face cachée. Et j'invite tous les chercheurs et les ingénieurs présents d'être très interactifs, poser n'importe quelle question, parce que lorsqu'on pose des questions, certainement on apprend des choses, même l'orateur il va apprendre des choses en travers nos questions. Donc, cher professeur Habib, merci encore une fois de nous avoir honorés pour cet après-midi, mercredi après-midi, donc certainement demain vous allez avoir une autre énergie pour commencer, pour terminer la semaine. Voilà. Merci. Merci. Bismillahirrahmanirrahim. C'est toujours un grand plaisir d'être parmi vous et de pouvoir partager avec vous mon savoir, mes connaissances, ce que j'ai appris et ce que je suis en train d'apprendre en même temps. Parce que la science, comme je l'ai dit, n'a pas de frontières. Ces frontières sont sans fin. Et puis, aujourd'hui, nous sommes devant un nouveau paradigme. Je pense que vous, en tant que chercheur, aujourd'hui, il faut changer de paradigme. Et vous avez vu aujourd'hui que l'humanité, par un petit simple virus, a été handicapée, immobilisée et n'a pas trouvé de solution. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de solution pour ce virus. Toutes les solutions sont des solutions palliatives. Mais aucune n'est une solution radicale. Un petit virus a mis à nu la force de la science. C'est-à-dire qu'on a encore beaucoup à apprendre, on a beaucoup à se développer, à trouver de nouvelles connaissances et du savoir. Et pour ça, j'ai dit, nous sommes devant un nouveau paradigme, une nouvelle façon de faire la science. Auparavant, chaque scientifique était cantonné dans son domaine, dans ses limites de sa connaissance et du savoir, dans les limites de sa profession, biologiste, physicien, chimiste, médecin. Et puis, il n'y avait pas d'interactivité et d'interaction entre les différentes disciplines. La science est un tout. Il n'y a pas de discipline primaire et de discipline secondaire et de discipline indépendante de l'autre. Toutes les disciplines sont interconnectées. Et aujourd'hui, ce nouveau paradigme, c'est en fait la pluridisciplinarité. Pour trouver des solutions radicales aux problèmes de l'humanité, il faut conjuguer les efforts, il faut unir les efforts, il faut créer des synergies et partager la connaissance et le savoir. Partager la connaissance et le savoir, c'est en fait que le physicien, le chimiste, le biologiste travaillent ensemble. Il est impératif que vous puissiez trouver des ponts et des interfaces avec les autres disciplines. Et justement, aujourd'hui, je voulais vous parler comment la physique aujourd'hui peut résoudre les problèmes les plus cruciaux de la biologie. La physique aujourd'hui a été tout le temps délaissée de côté, c'est la mère des sciences. C'est celle qui a été le premier, parce que la première chose qu'a fait l'homme, c'est d'observer. À partir de l'observation, il a essayé de comprendre le fonctionnement de la nature. Et à partir du fonctionnement de la nature, il a essayé de mettre en place des lois et des théories. Et c'est ainsi que les choses se sont évoluées. Mais, à fur et à mesure de faire ceci, on a découvert qu'on est incapable, tout seul, à trouver des solutions.
Et donc aujourd'hui, je voudrais vous introduire cette nouvelle façon de voir la biologie aujourd'hui. Et les sciences de la vie de façon globale. Vous voyez, vous avez toujours vu les sciences de la vie d'un certain point de vue, je dirais, du point de vue classique. Au-delà de cette notion de classique, vous êtes resté cantonné à certaines choses que nous allons voir par la suite, à des fonctions biologiques. Tout ce qui vous intéressait, c'était les fonctions biologiques. Mais profondément, aller en profondeur dans ces fonctions biologiques et pourquoi ces fonctions sont ainsi, personne n'a pu trouver de solution jusqu'à aujourd'hui. Et donc voilà, et donc je voudrais donc avec vous, donc justement, aller dans ce sens. Nous sommes aux confins de deux mondes. Aux confins de deux mondes, qu'est-ce que ça veut dire? Cet univers dans lequel nous vivons est partagé entre deux mondes différents. Le monde de l'inanimé et le monde de l'animé. Le monde de l'inerte et le monde du vivant. Il y a deux mondes. Le monde des choses qui sont inertes, qui n'ont pas de vie. C'est l'univers, c'est les étoiles, c'est les planètes, c'est les objets qui sont autour de nous. Et puis le monde du vivant. Tout ce qui vit. Les deux mondes, ces deux mondes sont complètement différents. Et vous allez voir pourquoi je dis qu'ils sont complètement différents, ces deux mondes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans ces deux mondes dans lesquels nous vivons, qui sont le monde de l'inerte et le monde du vivant, eux-mêmes se décomposent en deux mondes. Le monde macroscopique, ce que nous voyons, ce que nous touchons, et le monde microscopique auquel nos sens n'ont pas accès. Il faut soit des outils pour accéder à ce monde-là, et parfois même les outils sont incapables d'accéder à ce monde-là. La même chose pour le monde macroscopique. Le monde macroscopique aussi, nous avons des outils pour voir certaines galaxies, par exemple, certaines étoiles. Et puis, il y a aussi un monde dans lequel, même avec les outils, nous ne pouvons pas l'atteindre. Donc, que ce soit le monde macroscopique ou que ce soit le monde microscopique, tous les deux sont infinis. Le monde macroscopique est infini et le monde microscopique est infini. Donc, nous sommes dans deux situations. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas le monde inerte, c'est le monde vivant. Et ce qui nous intéresse dans le monde vivant, ce n'est pas le monde vivant macroscopique, mais le monde vivant microscopique. Nous allons au fin fond des choses, aux confins des limites de ce que nous pouvons observer et nous pouvons déduire dans ce monde vivant microscopique. Alors, partant de cela, je vais dire, vous avez ici une photo de Monet, un peintre expressionniste. Et vous voyez ici ce personnage, je n'ai pas vu la photo. Vous voyez ce personnage-là, c'est Loughlin, prix Nobel de physique. Loughlin, prix Nobel de physique, a utilisé cette peinture de Monet pour montrer quelque chose de très important, que le monde du vivant est un monde qui apparaît par émergence. Qu'est-ce que ça veut dire, l'émergence? Nous allons revenir sur ce mot, l'émergence. Parce que dans le monde du vivant, il est régi par cette notion de l'émergence. Retenez ce mot, l'émergence. D'accord? C'est-à-dire qu'à partir du désordre, il y a de l'ordre qui se crée. À partir du désordre, il y a de l'ordre qui se crée. Dans cette peinture, si vous allez regarder ça, que chaque objet, chaque petite couleur, chaque petit dessin, c'est complètement désordonné. Mais si vous regardez la peinture tout entière en elle-même, c'est un beau tableau.
Ça veut dire, et c'est ça cette notion d'émergence sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure, parce que pourquoi? Parce que ça va induire deux choses très simples. La simplicité et la complexité. Deux notions fondamentales dans la science. La simplicité et la complexité. Le monde inerte est un monde conçu de façon simple. La simplicité est dans l'univers, dans la création de l'univers, dans le fonctionnement de l'univers, dans le fonctionnement des objets de cet univers. Mais la complexité est dans le monde du vivant. Le monde du vivant est tellement complexe qu'aucune personne ne peut prédire son comportement. Aucune personne ne pourra être sûre de son fonctionnement. Et c'est ce qu'on appelle la notion de complexité. Et donc la complexité est fondamentalement liée à la notion d'émergence. La complexité est fondamentalement liée à ce qu'à partir du désordre, je peux créer l'ordre. Or, nous savons tous que dans la nature tend à aller vers le désordre et non pas vers l'ordre. Nous allons revenir sur cet aspect fondamental, la différenciation entre l'ordre et le désordre, et comment nous pouvons régir ceci à travers ce que nous avons. Par la même occasion, je dirais, il y a un livre qui a été écrit aussi par un autre prix Nobel de physique. On dit que le prix Nobel de physique a plus cette tendance de réellement s'interroger sur les grands questionnements de ce monde-là. Un livre, je vous conseille de lire, qui s'appelle Le quark et le jaguar. Le quark est une particule de la physique, d'accord? Et toujours par rapport à cela, c'est-à-dire que comment ces deux notions de simplicité et de complexité sont deux notions complètement opposées l'une à l'autre. Ce sont deux, dans le fonctionnement et dans l'organisation et dans la compréhension, d'accord, de ce monde, puis ça que nous appelons la simplicité et la complexité, sont complètement opposées l'une par rapport à l'autre. Donc c'est juste, si vous voulez, vous étendre sur cette aujourd'hui, parce que la biologie aujourd'hui, les sciences de la vie aujourd'hui sont fondamentalement basées sur les théories de la complexité. Je vous recommande de vous instruire plus sur ces notions fondamentales, les notions de complexité. Et je vais revenir sur quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la complexité? Je vous donne un exemple. Si vous prenez par exemple de l'hydrogène tout seul, l'hydrogène, au contact de l'air, il explose. Si vous prenez de l'oxygène, d'accord, c'est une matière à laquelle nous c'est un gaz. L'hydrogène est un gaz. Mais si je mélange de l'hydrogène avec de l'oxygène, je forme de l'eau, un fluide, un liquide. Pourquoi? Jusqu'à présent, nous ne savons pas. Et tous les chercheurs du monde ne savent pas comment l'eau s'est formée fondamentalement à partir de l'hydrogène et de l'oxygène. Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire la complexité? La somme est toujours supérieure aux éléments qui la composent. La fonction de la somme est toujours supérieure à la fonction des éléments qui la composent. Ça veut dire la complexité, l'objet qui va se former à partir des éléments de base sera complètement différent des éléments de base avec lesquels il s'est formé. C'est ça la notion de complexité. Et aujourd'hui, beaucoup de choses de cette façon-là sont incomprises ou ne seront pas comprises. Et c'est pour ça que faire ceci va nous ramener vers
à revoir, comme j'ai dit, les sciences de la vie avec une nouvelle façon. Mais que se passe-t-il en fait? Tout ce que nous savons aujourd'hui, tout ce savoir, toutes ces connaissances que nous avons, ce sont quoi? Ce sont des informations. Ce sont des informations. Tout ce que nous apprenons, ce sont des informations que nous apprenons. L'information sur le fonctionnement de la cellule, l'information sur le fonctionnement de l'ADN. Donc toutes ces propriétés, toutes ces fonctions, d'accord, que nous avons, ce sont des informations. Donc il est capital pour pouvoir déduire des choses, de collecter cette information. Vous collectez cette information grâce à des outils que vous utilisez dans les laboratoires, ou bien grâce à des modèles que vous mettez en place par la théorie pour compléter les informations que vous avez collectées avec des outils et avec des expériences que vous avez faites dans les laboratoires. Donc tout ceci, c'est acquérir de l'information. Mais l'information est juste quand vous collectez une information. Cette forme d'information est juste et réelle que si vous êtes dans une situation d'équilibre. Toute information collectée dans un état hors équilibre n'a pas de sens. Parce que pourquoi? Parce que tout système, pour fonctionner, il doit être dans son état d'équilibre. Et donc ça veut dire que l'information que nous devons collecter, nous devons la collecter dans l'état d'équilibre et non pas dans un état d'hors équilibre. Et donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Collecter de l'information à l'équilibre. Collecter de l'information à l'équilibre, ça veut dire que fondamentalement, cette information doit se conserver. Ça veut dire que cette information que vous avez prise à cet instant-là, dans les mêmes conditions, vous la reprenez demain, dans les mêmes conditions, vous devez trouver la même chose. Parce que si vous avez refait la même expérience, dans les mêmes conditions, et si vous êtes à l'état d'équilibre, vous allez obtenir la même information. Mais si vous n'êtes pas à l'équilibre et que vous êtes dans les mêmes conditions, l'information ne sera pas la même. Donc, qu'est-ce que nous recherchons d'abord? Nous recherchons des états d'équilibre qui correspondent à des états de conservation. Alors, qu'est-ce qui se conserve dans cette nature? Quelles sont les grandeurs qui se conservent dans cette nature? Donc, ça veut dire que nous devons rechercher quelles sont les grandeurs fondamentales qui se conservent dans cette nature. Et donc, savoir quelles sont les grandeurs qui se conservent dans cette nature, donc je l'ai dit, 3 grandeurs se conservent dans la nature. Il n'y a pas d'ordre pour le moment. Il y a 3 grandeurs qui se conservent dans la nature. L'énergie, la quantité de mouvement et le moment angulaire. Et je vais revenir, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous savez, nous devons cette notion de conservation des grandeurs à une notion fondamentale en mathématiques, la symétrie. Tout événement symétrique se conserve. La symétrie. Base fondamentale de la compréhension de ce monde-là. Et donc, quand je dis la conservation de l'énergie, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire, la conservation de l'énergie? La conservation de l'énergie, ça veut dire que dans cet univers dans lequel nous vivons, l'énergie se conserve. Comme le dit l'adage, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La forme d'énergie se transforme. Elle peut se transformer en chaleur,
en travail, ou en chaleur, donc et vice-versa. Mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement la conservation de l'énergie? Vous en tant que biologiste, vous en tant qu'expérimentateur, ça veut dire que si vous faites cette expérience aujourd'hui, et que vous reprenez une expérience qui a été faite il y a 50 ans, dans les mêmes conditions que cette expérience qui a été faite il y a 50 ans, vous allez obtenir le même résultat. C'est pour ça que vous refaites les expériences que des gens ont déjà fait pour vérifier si c'est juste. S'il n'y avait pas la conservation de l'énergie dans cet univers, aucune expérience ne pourra être refaite dans les mêmes conditions et obtenir les mêmes résultats. C'est extraordinaire. C'est grâce à cette conservation de l'énergie que tous les expérimentateurs peuvent faire et refaire les mêmes expériences pour être certains, dans les mêmes conditions, que l'information qu'ils vont obtenir est la même information. D'un autre point de vue de physicien, la conservation de l'énergie va me remonter à l'origine du temps. L'origine du temps. Là, c'est pas l'objet aujourd'hui. La deuxième grandeur qui se conserve, c'est la quantité de mouvement. C'est quoi la quantité de mouvement? C'est la masse fois la vitesse. Quand deux objets, par exemple, se rencontrent, chacun a une quantité de mouvement. Cet objet a une masse M1, une vitesse V1. Cet objet a une masse V2 et une masse M2 et une vitesse V2. M1, V1 plus M2, V2 est une constante. Il y a la conservation de la quantité de mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en tant que biologiste, la conservation de la quantité de mouvement de cet univers? Ça veut dire que si vous faites cette expérience ici, en Algérie, ou si vous refaites la même expérience au Brésil, dans les mêmes conditions, vous allez obtenir les mêmes résultats. Ça veut dire que l'expérience ne dépend pas de l'espace, à partir de la notion de la conservation de la quantité de mouvement, et ne dépend pas du temps, grâce à la conservation de l'énergie. Voyez la portée. S'il n'y avait pas dans cet univers la conservation de la quantité de mouvement, la conservation de l'énergie, nous ne pouvons pas faire d'expérience. Chaque expérience sera différente, même dans les mêmes conditions, l'une de l'autre. Parce que pourquoi? Parce que ces expériences, vous les faites dans un espace-temps. Et les espaces-temps sont différents d'un endroit à l'autre. Mais ce n'est pas l'objet de ce sujet. Le troisième grandeur qui se conserve, mais comme je dis, troisième grandeur, c'est le moment angulaire. Le rayon, donc c'est pour tous les objets qui ont un rayon, fois oméga, la vitesse angulaire, c'est-à-dire la Terre elle tourne, donc elle a une vitesse angulaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, en tant que biologiste, la conservation du moment angulaire? Ça veut dire qu'une expérience ne dépend pas de la direction dans laquelle vous la faites. Que vous la faites dans cette direction, dans une autre direction, dans une autre direction, et si vous la faites dans les mêmes conditions, vous allez obtenir le même résultat. C'est pour ça qu'on refait les TP pour les étudiants. Et qu'on retrouve les mêmes résultats. Si on n'avait pas ces trois grandeurs qui se conservent, aucune chose ne serait idéale. Et donc l'équilibre. L'équilibre. Voilà trois grandeurs qui se conservent. Mais qu'est-ce que j'ai dit au départ? J'ai parlé de quoi? D'information. Chose capitale. Parce que dans tout ceci, si je vais collecter quoi? Je vais collecter une donnée. Donc je vais collecter une information. Et là, la question que je me pose, est-ce que l'information se conserve?
Est-ce que l'information se conserve? Non. Jusqu'à présent, je dis jusqu'à présent, parce qu'il y a des choses qui vont venir. L'information ne se conserve pas jusqu'à présent. On va expliquer ceci. Pourquoi l'information ne se conserve pas? Est-ce que vous pensez-vous qu'une information se conserve? Oui? Quand je dis quelque chose qui se conserve, ça veut dire indéfiniment. Quand j'ai parlé, vous refaites une expérience aujourd'hui ou dans 10 000 ans, dans les mêmes conditions, vous aurez les mêmes résultats. Ça veut dire que ça ne dépend pas du temps ou de l'espace. Mais l'information, est-ce qu'elle peut se conserver indéfiniment? On va prendre un exemple. Supposons que j'ai un ordinateur. Je suis en train d'écrire et la lumière disparaît. Il n'y a plus d'électricité. Si je n'ai pas sauvegardé cette information, je la perds. Si je la mets dans un disque dur, ou je la mets dans une clé USB, ou je la grave dans un CD, est-ce qu'au bout de 100 ans, cette information sera toujours gardée dans ma clé USB, elle ne se détériorera pas? Si! Elle ne peut pas être conservée indéfiniment. Et vous savez, aucun, aujourd'hui, support, parce que pour garder de l'information, il faut un support. Il faut un support. L'être humain, l'information, c'est un support. Il porte un support pour garder cette information. Et nous allons revenir sur ce point-là. Donc, pour garder de l'information, il faut, oui. Je vais revenir, alors n'anticipez pas. Donc, l'information, il faut un support. Et vous savez qu'est-ce qu'on a découvert? Que le meilleur support pour garder l'information le plus longtemps possible, c'est l'ADN. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des recherches préhistoriques et on fait des prélèvements de fossiles, où est-ce qu'on va chercher l'information sur ce fossile? Sur son ADN. Et aujourd'hui, on commence à graver de l'information, par exemple en Angleterre, la bibliothèque royale est en train de graver toute l'information de cette bibliothèque, tous les livres, tout ceci, dans de l'ADN. On a développé des outils aujourd'hui de pouvoir graver de l'information sur de l'ADN et elle est stockée, pas indéfiniment, mais elle est stockée au moins pour 100 millions d'années. Le minimum qu'une ADN peut garder une information, c'est 100 millions d'années. C'est extraordinaire, mais pas indéfiniment. Donc ça veut dire que je suis dans le cas où l'information ne peut pas se conserver indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'un des principes de la thermodynamique, de la physique, donc l'information, ça se mesure par un support. Quelle est la mesure pour mesurer de l'information? C'est le bit. Le bit. Hein? C'est pour ça que vous avez une clé USB, vous dites c'est 1 gigabit. Elle peut prendre tant d'informations. Un disque dur, il peut prendre tant d'informations. C'est pour pouvoir quantifier combien d'informations un support peut conserver une information. Et donc, ceci, je ne vais pas rentrer sur la théorie de l'information qui a été développée par Shannon, d'accord? Mais ce qui est important pour moi, comme j'ai dit,
C'est le deuxième principe de la thermodynamique. Il y a un principe de la thermodynamique qui dit qu'au cours du temps, l'information contenue dans un système isolé ne peut qu'être détruite. Ça veut dire qu'une information que je conserve quelque part, au cours du temps, elle se détériore, toute seule, jusqu'à ce qu'elle se perde totalement. C'est ce qu'on appelle l'entropie. L'entropie. La grandeur, c'est l'entropie. L'entropie d'un système croît toujours. L'entropie de cet univers, elle croît. Là, l'entropie ne fait que croître. Qu'est-ce que ça veut dire, l'entropie ne fait que croître? Le désordre ne fait qu'augmenter. Le désordre ne fait qu'augmenter. Et le fait que le désordre ne fait qu'augmenter, il y a une perte d'information. Alors, ceci entraîne quoi? Donc, en conséquence, l'équilibre n'est atteint que quand toute l'information est détruite. Vous voyez? Par opposition à ce que nous avons dit tout à l'heure. À l'équilibre, il y a conservation de l'énergie, conservation de la quantité de mouvement, conservation. Mais ici, à l'équilibre, l'information est perdue à jamais. Quand nous atteignons un système atteint son état d'équilibre, il aura perdu toute son information. C'est paradoxal. Et c'est ça l'entropie. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'entropie sera maximum, toute l'information sera perdue. Quand l'entropie atteint son maximum, ça veut dire que c'est quoi? Le désordre total. C'est la vie. Un être humain, il est jeune, il est sain, ses cellules fonctionnent très bien, mais au cours du temps, ces cellules commencent à perdre de l'information. Ils ne fonctionnent pas très bien. Le désordre commence à s'installer dans son corps. Le désordre ne fait qu'augmenter. L'entropie ne fait qu'augmenter. Et quand elle arrive à son maximum, c'est la mort. Quand toute l'information est perdue, c'est la mort. Notre corps a besoin d'informations pour survivre. Donc vous voyez pourquoi nous sommes dans cette... Donc ça veut dire que nous sommes dans une situation que ce deuxième principe de la thermodynamique interdit, je dis bien, mais nous allons voir quelque chose qui est fondamental, interdit la conservation de l'information. Paradoxalement, à la conservation d'énergie, à la conservation de la quantité de mouvement et des autres choses. Franchement, pas dans cette situation. Alors, le paradoxe. Mais cette entropie, comme j'ai dit, semble contredire le fonctionnement de l'être humain. Semble contredire, je dis bien, le fonctionnement de l'être humain. Et particulièrement le phénomène de vie. On a remarqué que les phénomènes de vie n'induisent pas une augmentation d'entropie, mais parfois il induit une diminution d'entropie. Ça veut dire une diminution d'entropie, ça veut dire qu'il fait rétablir de l'ordre. Il ne va pas vers le désordre, mais il va vers l'ordre. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans un système complexe. Tout ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est pour des systèmes simples. L'univers est un système simple. Mais la vie est un système complexe. Et parfois,
ce système complexe va à l'encontre d'un principe fondamental de la nature, qui est le deuxième principe de la thermodynamique, qui dit que l'entropie ne fait qu'augmenter. Ça veut dire qu'il y a des moments où dans la vie, il y a ce qu'on appelle une euga-entropie, une entropie négative et non pas une entropie positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que justement, ça veut dire qu'il y a un niveau d'ordre et d'organisation dans la vie qui n'existe nulle part. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je vais vous dire tout simplement, je ne vais pas rentrer dans le détail, quand il y a une division cellulaire, ça veut dire que cette cellule porte de l'information, et quand elle va faire de la division, elle doit transmettre la même information qu'elle avait aux cellules qui vont se multiplier. Si cette information n'était pas exactement la même, ça veut dire que les cellules qui vont se multiplier ne vont pas être saines. C'est le cancer. Ça veut dire que si les cellules ne sont pas... Ça veut dire que dans la transmission de l'information ne s'est pas transmise correctement, mais Dieu a fait que ce système complexe, qu'avant que la cellule meure, elle transmet toute l'information aux autres cellules et elle perpétue la vie. Donc ça veut dire que dans le monde du vivant, l'information se transmet tant que la machine fonctionne correctement. La machine, c'est-à-dire les organes, les cellules qui sont dans l'être humain. Mais si, donc ça veut dire qu'un organe pour moi qui tombe malade, ça veut dire que l'information ne s'est pas transmise correctement d'un état à un état. C'est une maladie. Donc vous voyez, il y a cet état où nous sommes, où nous avons ceci. Et ceci va induire quelque chose de très important. Partant de ce que j'ai dit maintenant, d'accord, en se fondant sur la simplification du deuxième principe de thermodynamique, certains scientifiques avancent, je dis bien, avancent que la physique interdirait l'évolution. Vous savez, ça a fait un boom, cette phrase et cette déduction par des articles qui sont parus sur Nature ont fait un boom. Ça veut dire qu'ils démontrent que l'évolution de Darwin est fausse. Que toute la théorie de Darwin est fausse sur la théorie de l'évolution. Parce que partant de ce principe de la deuxième thermodynamique, d'accord, je n'en pas de considération, la physique interdirait le principe de l'évolution. Le passage d'une espèce à une autre espèce. Parce que le passage d'une espèce à une autre espèce, c'est deux informations complètement différentes. Or, le deuxième principe de la thermodynamique interdit ceci. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la physique peut résoudre beaucoup de choses qui étaient des mystères par rapport à ça. Alors maintenant, revenons pour pouvoir progresser. Je ne suis pas un biologiste, hein. Je n'y connais rien en biologie, hein, quelques petites choses. Mais pour moi, qu'est-ce que la vie? C'est quoi la vie? J'ai cherché, hein, et j'ai trouvé que tout le monde se met d'accord que la vie, c'est l'extraordinaire rendement énergétique de la, par exemple, c'est s'alimenter en énergie. Il nous faut de l'énergie pour vivre, donc il faut s'alimenter. S'alimenter, c'est produire de l'énergie dont a besoin notre corps. Ça, c'est la vie. Deuxièmement, c'est s'activer.
d'accord? Cette énergie va nous permettre de transformer, d'accord, toute cette énergie calorifique que nous avons obtenue en du travail. Donc on s'active, on marche, on fait des mouvements, on fait des choses. Troisième, on se reproduit. La perpétuité de la vie, d'accord? Donc pour moi, comment expliquer tout ceci, d'accord? Et comment expliquer, par exemple, aujourd'hui, si je vous pose la question, ces trois questions, l'extraordinaire rendement énergétique de la photosynthèse, l'impressionnante efficacité de l'activité enzymatique, l'incroyable stabilité de l'ADN. Est-ce que quelqu'un peut me répondre aujourd'hui sur ces trois questions? Chacun va donner une explication à sa façon, d'accord, mais une explication universelle, d'accord, ne pourra pas se faire. Nous, parce que pourquoi, on va voir pourquoi par la suite. Alors, bon. Donc pour vous, en biologie, j'ai compris que dans les sciences de la vie, elle est basée sur ce qu'on appelle de la morphogénèse. Elle est basée sur une notion de forme, d'accord, et d'organisation de ces formes et de fonctionnement de ces formes-là, d'accord. C'est-à-dire, la morphogénèse, c'est comment la nature produit de l'information. Parce que nous avons dit tout à l'heure, dans le monde, il y a l'information se détruit. Hein. Alors, comment la nature produit-elle de l'information aujourd'hui pour tout ce qui est du vivant? Moi, je ne suis pas très spécialiste de ça, hein, mais bon, ça vous les connaissez tous, hein, d'accord? C'est grâce à un codage de l'information. L'information est codée, hein, sur quatre éléments, d'accord, pour l'ADN, les 4 éléments pour l'ARN, d'accord, et c'est la transmission de l'information entre eux. Et donc à partir de ces quatre, je dirais, fondamentaux, d'accord, je peux faire toutes les combinaisons possibles entre ces deux pour produire de l'information, d'accord, et coder l'information. Donc c'est un système de codage qui est extraordinaire dans l'être humain, d'accord, grâce, donc comme vous le savez, la TGC et la TGU, je pense, c'est ça, hein? Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine-là, d'accord. Donc ça veut dire que, en fait, la cellule résiste au deuxième principe. Bon, mais c'est pas ça, moi je ne vais pas vous apprendre tout ceci parce que vous le connaissez, mais ce que je vais vous apprendre, moi, hein, c'est un peu tout ce qui est cette notion qui est fondamentale pour moi. Donc tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est-à-dire nous l'avons vu du point de vue macroscopique, c'est-à-dire du point de vue à l'échelle de ce que nous voyons, de ce que nous mesurons, de ce que nous observons, de ce que les outils nous permettent de voir, de ce que les outils nous permettent de mesurer, d'accord? Donc je suis dans un monde classique. Je suis dans un monde classique. Mais supposons que je suis dans un monde autre que ce monde classique. Un monde qui est différent du monde dans lequel je vis moi. Nous vivons dans un monde réel. Nous voyons les choses, nous touchons les choses, d'accord? Tout est fondamental pour nous. Ça veut dire qu'un objet, tous les objets qui existent dans cet univers sont définis par leur position. Vous êtes dans cette position, vous êtes dans cette position, à n'importe comment, si vous allez marcher avec telle vitesse et vous allez prendre ce chemin, vous serez dans une autre position, à un endroit donné, on peut prédire la position dans laquelle vous serez. Donc tout ceci, c'est la classique que vous utilisez dans votre quotidien, dans le réel. Mais est-ce que ce réel existe? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que c'est réel? Ça paraît bizarre de se poser une question, de se dire, est-ce que la situation dans laquelle nous sommes ici est réelle? Ou c'est juste une intuition, une sensation de nous dire
que nous sommes réellement réels. Parce que nous réfléchissons par rapport à tout ce qui est classique. Ça veut dire, je crois ce que je vois, je crois ce que je touche, je crois ce que je sens. Parce que pourquoi? Parce que toute cette réalité, est liée à quoi? Est liée à nos sens. Toute cette réalité est liée à nos sens, nos yeux, nos oreilles, notre odorat. Ce sont des sens. Et ces sens, c'est quoi? C'est comme vos outils de laboratoire. C'est des capteurs, c'est des outils que vous utilisez dans vos laboratoires auxquels vos sens n'ont pas accès, votre vision n'a pas accès, donc vous augmentez le champ de votre vision pour pouvoir aller voir ce qui se passe plus à l'intérieur. Donc ça veut dire que le réel dans lequel nous sommes dépend de nos sens. Le réel dépend de nos sens. Hein? Quelqu'un qui est aveugle, hein? Ceci n'existe pas pour lui. Donc ça veut dire que tout ceci est lié à mon sens. Et donc, et ceci, pour moi, est fondamental. Alors, ce passage d'un monde macroscopique dans lequel nous vivons à un monde microscopique que nous n'avons pas accès, que nos sens n'ont pas accès à ce monde microscopique et que nous avons besoin d'autres outils qui nous permettent d'accéder à ce monde microscopique. Est-ce que ce monde microscopique doit-il être régi par les mêmes lois que ce monde macroscopique? Intuitivement, je vais dire non. D'accord? Donc ça veut dire que tout ce que j'applique dans ce monde macroscopique ne peut pas être appliqué dans ce monde microscopique. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle la notion de cohérence. Parce que dans le monde macroscopique, tout nous paraît cohérent. La cohérence. La cohérence. Ça veut dire que chacun va revenir à un état d'équilibre, parce qu'une personne ne pourra se sentir bien que quand il est au repos. Quand on est au repos, on se sent bien. Ça veut dire qu'on est en état d'équilibre. Là, on consomme le moins d'énergie. Alors donc, il y a ce qu'on appelle, nous allons introduire deux importantes dénominations, la cohérence et la décohérence. Rappelez-vous de ces deux termes-là. La cohérence et la décohérence. La cohérence du monde macroscopique et la décohérence du monde microscopique. Comment je peux transformer un monde décohérent en un monde cohérent? Toute aujourd'hui la science cherche à transformer la décohérence en cohérence. Je vais vous donner un exemple. Vous vous êtes posé la question, la cohérence, c'est cette organisation. Je vous donne un exemple, vous allez me dire, bon, regardez, quand vous regardez ceci. Vous êtes posé la question, quand vous voyez une nuée d'oiseaux dans le ciel, ou une nuée de poissons dans la mer, comment se fait-il que ces milliers d'oiseaux qui sont dans le ciel, ils ne se touchent jamais, et jamais l'un rencontre un autre dans un espace très réduit? Comment une nuée de poissons, s'il y a un prédateur, il lui laisse un trou pour passer? Vous vous êtes posé la question? C'est la cohérence. Quand je vois un système comme ça, de nuées d'oiseaux,
ça veut dire qu'il y a une cohérence entre eux. Ça veut dire que chaque individu est lié à l'autre individu, je ne sais pas pourquoi, d'accord, que l'information est instantanément partagée entre eux, pour que chacun sait ce qui se passe autour de lui dans un espace très réduit, il ne pourra jamais rentrer en collision avec l'autre. C'est ça la cohérence. Quand on parle de système cohérent, c'est un système qui atteint un degré d'organisation extrêmement, infiniment détaillé. Et justement, pourquoi dans notre... Donc, vous voyez, ça c'est à l'échelle macroscopique. Nous sommes dans une échelle qui est à l'échelle macroscopique. Alors, je vais revenir maintenant à la mécanique quantique. Vous utilisez toujours les lois classiques. F égale 1 gamma, les lois de Newton, trouver la position, trouver une vitesse, etc. Les choses, comment elles évoluent, etc., etc. Mais à un moment donné, la physique, on a dit qu'elle ne fonctionne pas comme ça, qu'elle fonctionne autrement. Notre monde ne fonctionne pas tel que nous le percevons. Notre monde ne fonctionne pas tel que nous le voyons. Notre monde ne fonctionne pas tel que nous le concevons dans notre esprit. Que le monde dans lequel nous vivons se comporte complètement différent. Et donc que les lois que nous utilisons aujourd'hui ne peuvent pas être appliquées à l'infiniment petit. Donc à l'infiniment petit, il faut introduire une nouvelle physique. Et de cette nouvelle physique que nous devons introduire, c'est la mécanique quantique. Schrödinger, père de la mécanique quantique, 1925, il l'a préparé, avec Bohr et Heisenberg, d'accord, a écrit un livre en 1944, que je vous recommande de lire, d'accord. Il a écrit un livre qui s'appelle Qu'est-ce que la vie? De son point de vue de mécanicien quantique. Et en 1932, il a donné une conférence qu'il a appelée Light and Life, la lumière et la vie, dans laquelle, dans l'assistance, il y avait un jeune brillant biologiste qui s'appelle Max Delbruck, le père de la biologie moléculaire, qui a eu le prix Nobel pour ça en 1969, et qui a été très impressionné par Schrödinger, et c'est en se basant sur, vous savez, à cette époque-là, quand Schrödinger avait fait ceci, on ne connaissait pas l'ADN. On ne connaissait pas tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et Schrödinger a prévu tout ceci. Quand vous allez lire ce livre, il est extraordinaire. Il a prévu tout ceci grâce à la mécanique quantique. Et Max Delbruck, qui assistait à cette conférence, ça l'a tilté. Et quelques temps après, il a mis en place la biologie moléculaire. La biologie au niveau moléculaire. Et donc, grâce à elle, il a eu en 1969 le prix Nobel de médecine. D'accord? Donc, vous voyez, ça c'est juste pour vous dire que, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Revenons à la mécanique quantique. Voilà. Supposons que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ça veut dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, que vous faites la biologie, votre sujet c'est un objet. Votre sujet est un objet. La cellule est un objet. L'ADN est un objet. L'organe est un objet. Une plante est un objet. D'accord? Donc tout, pour vous, tous les objets sont identifiés par ce que nous appelons une masse. Tous les objets sont identifiés par une masse. Et on les appelle des corps. Ça veut dire une particule. Tous sont faits de particules. Ça veut dire qu'un objet, c'est une particule, c'est un objet, d'accord? Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là,
nous avons deux choses. Un objet peut se comporter comme une particule, ou un objet peut se comporter comme une onde. L'eau se comporte comme une onde, d'accord? L'air se propage comme une onde, d'accord? Donc ça veut dire que j'avais deux situations. Soit on est corpuscule, soit on est onde. On ne peut pas être les deux à la fois. On ne peut pas être les deux à la fois onde et en même temps corpuscule. Jusqu'à l'avènement de la mécanique quantique, aucun objet ne pouvait être en même temps un corps et en même temps une onde. Jusqu'à l'avènement de la mécanique quantique. Et à un moment donné, on a découvert que certains objets se comportent à la fois comme une onde et comme une corpuscule. Et c'est l'expérience magique, magnifique, qu'avait fait à l'époque en 1928 Gerber et Davidson avec Thomson, mais le fils Thomson, parce qu'il y a deux. Il y a le père Thomson, celui qui a découvert l'électron, J.J. Thomson, que vous connaissez tous. Il y a son fils. Et c'est les seuls dont le père a eu le prix Nobel et ce fils a eu le prix Nobel aussi. Pierre et Marie Curie, Marie a eu le prix, et sa fille a eu le prix Nobel de chimie. Mais en physique, c'est les Thomson, dont le père et le fils ont eu le prix Nobel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Supposons que je prends une feuille et je mets deux trous dans cette feuille et j'envoie des électrons un par un. Un électron peut passer par le premier trou ou par le deuxième trou. Et derrière, je mets un écran. Donc, qu'est-ce que je vais à la fin, si j'ai bombardé avec 100, 200 électrons, certains vont passer par le premier trou et les deuxièmes vont passer par le deuxième trou. Donc, à la fin, je vais avoir deux franges. La frange pour les premiers et la frange pour les deuxièmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué dans cette expérience? En fait, que je n'ai pas deux franges, mais j'ai plusieurs franges. Ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle un phénomène d'interférence. C'est comme si vous avez de l'eau, vous avez une pierre, quand vous jetez une pierre dans l'eau, vous avez des vagues. Et si vous jetez une autre pierre dans un autre endroit, vous avez d'autres vagues. Et à un moment donné, les deux vagues vont se rencontrer pour former une seule vague. C'est ce qu'on appelle de l'interférence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les électrons. Et qu'est-ce qui fait les interférences? Ce ne sont pas des corps, c'est des ondes qui font des interférences. Donc ça veut dire que les particules, les électrons, peuvent se comporter comme des ondes, mais peuvent se comporter comme des corpuscules. Donc c'est ce qu'on appelle la dualité en corpuscule. Donc en mécanique quantique, un objet est dual. Un objet est dual. En mécanique classique, un objet n'est pas dual. Il est soit particule, soit onde. En mécanique quantique, il est les deux à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire, une onde? Deuxième chose en mécanique quantique. L'intrication quantique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'intrication quantique? C'est extraordinaire. Supposons deux électrons jumeaux dans un atome. On a enlevé un électron. Supposons, on l'a mis dans une boîte, conservé dans une boîte. On est parti au Brésil. Et l'autre électron est resté en Algérie. Qu'est-ce qui se passe? Si cet électron qui est au Brésil, je l'excite par le champ magnétique, l'autre en Algérie va ressentir le même effet. Sans qu'il y ait de lien.
C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Et vous êtes posé une question vous-même, que ça vous arrive de temps en temps, cette intrication quantique. Par exemple, vous êtes très bons amis, vous vous êtes séparés, et un jour, vous êtes en train de réfléchir, de penser à cette amie, et le téléphone sonne, c'est elle qui vous appelle. Ça vous arrive? Vous êtes, subhanallah, est-ce que c'est le hasard? Non. Parce que vos pensées sont tombées dans ces pensées. Et elle vous a appelé. Sans que vous le soyez dans votre subconscient. C'est l'intrication quantique. À un moment donné, vous êtes en train, dans un supermarché, vous passez par le rayonnage et vous tombez sur un objet. Vous dites, tiens, à un moment donné, vous êtes en train de vous balader dans la rue et vous pensez à un ami et vous le croisez. C'est le hasard? C'est l'intrication quantique. Deux objets liés à un moment donné de leur vie sont liés à vie. Et on a fait ces expériences. Vous savez, c'est pas de la science-fiction. Les Chinois ont fait des expériences. Bell, les laboratoires Bell ont fait une expérience avec 33 pays. Avec les élèves des lycées de 33 pays. C'est ce qu'on a appelé le Bell Test. Sur leur téléphone portable. Une petite application qui a été développée. Pour démontrer que l'intrication quantique est réelle. Les Chinois ont fait ça avec des satellites. Ça marche. Donc l'intrication quantique existe. Donc ça, c'est pour vous dire que la mécanique quantique, mais qu'est-ce qui se passe dans la mécanique quantique? La deuxième chose, ça c'est l'intrication quantique. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'effet de l'observateur. Qu'est-ce que ça veut dire l'effet de l'observateur? Ça veut dire que l'expérimentateur influe sur l'expérience. Vous, en tant que biologiste, vous dites que si je fais une expérience, et si je fais la mesure de ce que je suis en train de faire, la mesure que je suis en train de faire est juste. Parce que moi, en tant qu'expérimentateur, j'influe pas sur l'expérience. Ça veut dire que dans la mécanique classique, l'observateur ou celui qui fait la mesure n'est pas perturbée par l'expérimentateur. Mais dans la mécanique quantique, la mesure est perturbée par l'expérimentateur. Ça veut dire, je vais vous montrer une expérience. Tant que je ne regarde pas, les objets sont là. Mais dès que je regarde, les objets disparaissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que je ne regarde pas cet ordinateur, il existe. Mais si je le regarde, il n'existe plus. C'est ce que vous avez peut-être appris, le chat de Schrödinger. Il est mort, il est vivant. Si je ne le regarde pas, il est vivant. Mais dès que je le regarde, il est mort. D'accord? C'est ce qu'on appelle la superposition des états. Ça veut dire que l'expérience, et c'est ça la décohérence en mécanique quantique. Ça veut dire que la mesure que j'ai faite à l'échelle microscopique, dans un état quantique, je ne peux pas la transposer à
à un état classique dans la réalité. Et tout aujourd'hui, toute la science, c'est comment passer d'un état décohérent à un état cohérent. Alors maintenant, c'est la biologie que vous faites. Parce que maintenant, nous sommes réellement dans une situation qui est complètement... Nous sommes dans le monde quantique. Pourquoi nous sommes pas là? Pourquoi nous sommes dans un monde quantique? Regardez, dans cette figure, tout est dimension. Virus, bactéries, virus, ADN, des atomes. D'accord? Ça veut dire du virus à l'ADN, aux atomes, je suis dans le monde quantique. Je ne peux pas appliquer les lois de la mécanique classique, de ce que vous appliquez aujourd'hui, d'accord, dans ce monde-là. Tout ce que vous mesurez est faux. Tout ce que vous pouvez avoir comme information du virus est plus bas, c'est-à-dire à l'échelle nanométrique, parce que quand vous êtes à l'échelle nanométrique, les lois classiques, on n'obéit plus aux lois classiques. On obéit au monde quantique. Nous ne sommes plus dans un monde classique, comme vous le connaissez, mais nous sommes dans un monde quantique. Qu'est-ce que ça veut dire, nous sommes dans un monde quantique? Et je vais vous poser quelques questions dans ce domaine-là. Parce qu'une fonction biologique que vous reconnaissez tous, vous utilisez les fonctions biologiques, d'accord? Et donc, quand vous faites les fonctions biologiques que vous utilisez le nom classique pour faire les fonctions biologiques que vous utilisez, d'accord? La respiration, par exemple, hein? La reproduction, tout ça, ce sont des fonctions biologiques. Mais vous utilisez les lois classiques. Mais maintenant, si j'ai dit, alors, dans le monde quantique, comment fonctionne la vision? Comment fonctionne la photosynthèse? Comment fonctionne, d'accord, au niveau moléculaire? Parce que vous n'êtes jamais descendu à des niveaux moléculaires. Vous n'êtes jamais intéressé. Parce que pour vous, tout ce que vous faites dans la biologie, ce qui vous intéresse sont des réactions chimiques, pas plus. C'est la réactivité de ces molécules. Mais vous n'êtes jamais intéressé au fonctionnement de ces molécules. Et donc à ces fonctions moléculaires, ça veut dire toutes ces fonctions que vous connaissez, la respiration, la vision, qu'en est-il de ces fonctions à l'échelle moléculaire? Et donc, comment l'ADN, par exemple, je vous pose la question, comment l'ADN, avec des glions empilés séparés d'environ 0,3 nanomètres, gère-t-il les photons UV? Deuxième question, comment une enzyme catalyse-t-elle une réaction biochimique essentielle? Comment notre cerveau aux neurones organisés à l'échelle subnanométrique gère-t-il une telle quantité d'informations? Comment fonctionne la réplication et l'expression d'ADN? À l'échelle moléculaire. Vous n'êtes jamais posé ces questions à l'échelle moléculaire. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, faire ceci vous demande, d'accord, de faire de la biologie moléculaire. Et voyez que le premier centre de formation universitaire a été ouvert en Angleterre en 2018. Il a été créé à l'université de Surrey. L'Angleterre est le premier pays pionnier à introduire la formation dans le domaine de la biologie quantique, d'accord, à l'échelle universitaire. Elle formera une nouvelle génération de scientifiques ayant les compétences nécessaires pour étudier et même exploiter les fondements quantiques de la vie, du transport efficace de l'énergie dans la photosynthèse au système de navigation à guidage quantique. Et vous savez, celui qui l'a fait, cette université, vous le connaissez très bien, normalement, si vous suivez la BBC, d'accord? Jalil Al-Khalil, grand vulgarisateur, je ne sais pas si vous avez vu les documentaires qu'il fait dans la National Geographic, d'accord? Magnifique vulgarisateur, il faut écouter
voir ces documentaires, d'accord, pour faire ceci. Alors, les deux derniers transparents que je vais vous montrer, c'est la photosynthèse. On a commencé à travailler sur la photosynthèse depuis 2014, le premier article parle sur Nature. Pourquoi je vais vous dire pourquoi. Et puis sur la magnétoréception. Je pris juste deux exemples. La magnétoréception, c'est les oiseaux migrateurs. Vous vous êtes posé la question, pourquoi les oiseaux migrateurs reviennent toujours au même endroit? Qu'est-ce qui les fait guider à venir faire des milliers de kilomètres et revenir au même endroit? Beaucoup ont pensé que c'est le magnétisme, c'est une mémoire, non. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intrication quantique. Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont venus dans ce milieu, il y a, donc, j'explique dans ce milieu, donc c'est un milieu qui est fait d'atomes, et que dans ces atomes il y a des électrons, et que dans le cerveau de ces oiseaux il y a des atomes, des molécules, des atomes, donc il y a des électrons, et que certains électrons, qui se trouvent dans cet endroit, avec certains électrons qui se trouvent dans le cerveau de ces oiseaux, sont intriqués quantiquement. Donc il y a une relation qui les lie indéfiniment dans la vie, qui à tout moment, c'est eux qui l'attirent vers cet endroit, comme une boussole, d'accord, il vient toujours à cet endroit par ce qu'on appelle l'intrication quantique, d'accord. Alors comment ça se passe tout ceci? Je ne vais pas m'étaler sur ça, que ce soit dans la photosynthèse, que ce soit dans ceci, ou même dans l'ADN, c'est des transferts de particules. Soit des transferts, généralement, c'est des transferts de protons. D'accord? C'est des transferts de protons. Et donc, si vous voulez aujourd'hui faire de la mécanique quantique, il faut essentiellement apprendre la mécanique quantique. Sans la compréhension de la mécanique quantique, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous êtes en train d'essayer de comprendre. Parce que je vais vous donner un exemple très simple. Parce qu'un corps humain, nous recevons de la lumière. La lumière que nous recevons est une énergie. Dans cette énergie, c'est des longueurs d'onde qui vont de l'UV jusqu'à l'infrarouge, en passant par tout le spectre de lumière, d'accord? Et le spectre de lumière, ce sont des longueurs d'onde. Notre corps, nous sommes composés d'atomes, de fer, de magnésium, de cuivre, il y a tous les atomes dans notre corps. Chaque atome vibre dans notre corps à une longueur d'onde. Donc, et si nous recevons de la lumière, ça veut dire que nous recevons des longueurs d'onde, ça veut dire qu'il y a des longueurs d'onde qui vont interagir dans notre corps, certains avec certains atomes, et d'autres avec d'autres atomes qui correspondent à leur longueur, à la longueur d'onde du spectre de la lumière. Donc ce sont des photons. Et les photons sont des particules qui sont à la fois ondes et corpuscules. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils sont à la fois ondes et corpuscules. Ça veut dire que dans notre étude que nous allons faire au niveau donc, de la vie, de la biologie, nous n'allons pas juste comprendre que ce sont des phénomènes corpusculaires comme nous l'avons fait depuis tout le temps, mais qu'aussi il y a des phénomènes ondulatoires qui se passent à l'intérieur de l'être humain. D'accord? C'est des choses qui apportent. Et donc, maintenant, si je vous dis, mais s'il y a si nous sommes à l'échelle de l'infini quantique moléculaire, et c'est le quantique qui obéit à cela, ça veut dire que si c'est le quantique qui obéit à cela, nous sommes dans un système décohérent.
Mais comment alors se fait-il que nous, qui sommes dans un système décohérent, à l'échelle macroscopique, nous sommes cohérents? Qu'est-ce qui fait le passage de ce monde microscopique à un monde macroscopique, à un monde de décohérence? Donc si je dis que l'ADN, que tout ceci c'est de la décohérence, d'accord? Et qu'est-ce qui fait qu'au nom, en tant que fonction, la fonction elle est cohérente? La fonction respiration est cohérente. La fonction métabolisme des sucres, elle est cohérente. Qu'est-ce qui crée cette cohérence? Je vous pose la question. L'eau. L'eau qui est dans notre corps. C'est celui qui participe justement à rendre le système cohérent. Oui. C'est pour ça l'eau c'est la vie. Si c'était pas l'eau, d'accord, ce monde microscopique, qui sont les atomes et les molécules qui font notre corps, qui fonctionnent dans un monde quantique complètement décohérent, mais qui donnent naissance par la suite, quand je les lis ensemble, tous ces molécules atomes ont une fonction, d'accord, et que cette fonction est cohérente, puisque nous existons. Qu'est-ce qui fait que le passage de la décohérence à la cohérence, c'est l'eau? Le système est tellement complexe que ceci, si nous résolvons ces problèmes-là, à l'échelle quantique, le criblage de l'information à l'échelle quantique, nous pourrons peut-être trouver les solutions énigmatiques de demain, de certaines pandémies, de certaines maladies, de certaines choses, d'accord? Et donc c'est pour ça que la biologie quantique aujourd'hui est un nouveau challenge. Je ne suis pas spécialiste, mais juste pour je voulais vous introduire qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a même des universités qui sont faites pour former de nouvelles générations de ceci, d'accord, pour réguler tout ceci, d'accord, mais c'est pour ça que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons par intuition. Toute la science aujourd'hui que nous faisons, nous la faisons par intuition. C'est l'intuition qui nous guide. Or, les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent. Les choses ne sont pas telles qu'elles apparaissent. Elles apparaissent par rapport à nos sens. Mais en réalité, c'est tout un autre monde. Mais Dieu a fait, pour qu'elle nous apparaisse dans cette organisation et dans la cohérence, d'accord, globale, par la magie de la vie qui est véhiculée par l'eau. Et donc je pense, c'est pour ça que moi je suis un fervent défenseur de la mémoire de l'eau, alors que beaucoup de gens pensent que c'est du charlatanisme. Vous avez vu dernièrement Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, il est mort dans l'indifférence. Oui. Est-ce que vous avez vu les chaînes de télévision parler, et faire des rétrospectives sur tout ce qu'a fait Luc Montagnier, découvert du sida? Non. Pourquoi? On lui reproche à vie d'avoir défendu la notion de mémoire de l'eau. C'est-à-dire que pour eux, c'est un charlatan. Comment l'eau peut garder en mémoire de l'information. Et donc, parce qu'il y a, je pense qu'il y a nous sommes à une frontière de tout ce qui est matériel
et tout ce qui est immatériel. Comme j'ai dit, je crois ce que je vois. Je suis matérialiste. Si je ne touche pas, je ne crois pas. Hein? Donc alors Dieu, je ne le vois pas. Je ne le touche pas. Donc si je suis matériel, je dis Dieu n'existe pas. Et donc, tout ce qui a attrait à la divinité, à un aspect qui est surnaturel par rapport à notre compréhension des choses, n'est pas admis. Entre autres, la mémoire de l'eau. Entre autres, la mémoire de l'eau. Parce que pour moi, l'exemple le plus simple de la mémoire de l'eau, donc pour moi, ça veut dire que l'eau, c'est le support de l'information dans le corps humain. Parce que c'est lui qui véhicule l'information. Par quoi il véhicule l'information dans le corps humain? Que ce soit le sang c'est 80% d'eau. Tout ce qui est dans les cellules, c'est 85% d'eau. Hein? Tout est fait d'eau. Donc s'il n'y avait pas l'eau, d'accord, pour donner cette cohérence, ça n'existerait pas. Et c'est pour ça que quand on dit l'eau, ça veut dire que cette cohérence pour moi, l'eau vit. L'eau, il vit. L'eau a une vie. Il vit. Ça veut dire qu'il ressent. Ça veut dire que si l'eau vit, ça veut dire qu'il ressent. Et qu'est-ce que ça veut dire s'il ressent? Ça veut dire, et c'est pour ça que pour moi je dis toujours Ruqya, c'est un système qui permet de prendre une personne, de lui réciter des versets coraniques. Ça veut dire de lui réciter les versets coraniques, c'est transmettre ces versets coraniques aux organes, hein, à l'eau. Ça veut dire que transmettre ces informations, ça veut dire que l'eau ressent ces versets coraniques. Il ressent de la béatitude, le corps, du repos, hein, de l'apaisement. D'accord? Et donc, Ruqya pour moi, c'est véritablement cette mémoire de l'eau. D'accord? Parce que pour moi, c'est extraordinaire. Ça veut dire que l'eau, en elle-même, d'accord, il y a eu des expériences extraordinaires qui ont été faites par des Japonais, d'accord, qui ont fait prendre des molécules d'eau, leur écouter de plusieurs formes de trucs, et qui ont pris des formes. Donc c'est pour ça que j'ai dit, l'énigme jusqu'à présent, on sait parfaitement c'est quoi une molécule d'eau, H2O. Nous savons tous sur H2O, en tant que molécule, mais amasser des centaines de molécules d'eau pour former de l'eau liquide, personne n'a trouvé de solution. Jusqu'à présent, on ne sait pas comment les molécules d'eau se rassemblent pour passer d'une molécule à un fluide, hein, à un liquide qui est l'eau. Personne. Et c'est pour ça que nous ne pourrons jamais fabriquer de l'eau en tant qu'eau, hein, d'accord? Et donc c'est pour ça que l'eau, c'est la vie, hein? Si ce n'était pas l'eau qui a fait tout ceci, et donc c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de choses à faire. Moi je suis physicien, je voulais juste vous faire part de cette nouvelle vision de la biologie et des sciences de la vie basée sur la mécanique quantique, et que si nous faisons aujourd'hui le passage de la mécanique quantique à la mécanique classique, c'est-à-dire le passage, c'est ça ce qui est important, le passage d'un niveau moléculaire à un niveau de fonction, de propriété. Parce que nous passons d'un niveau moléculaire qui est une caractéristique
à un niveau propriété qui est une fonction. Et ça, c'est un monde qui est ouvert, hein, et je vous assure que tous les gens qui vont travailler sur ça, ça se publie comme des millefeuilles. Donc, si vous voulez aller dans ce sens-là, je vous recommande que ce que vous faites aujourd'hui, d'avoir un aperçu, hein, du point de vue moléculaire. Donc, et donc, ne voyez pas maintenant toutes vos fonctions sous forme de réaction chimique, mais voyez tout ce que vous faites aujourd'hui en termes de phénomènes physiques. Parce que tout ce que vous avez fait, vous l'avez vu en tant que réactivité chimique, mais vous ne l'avez jamais vu en tant que phénomène physique. Et j'en suis sûr que si vous apportez cet aspect physique à vos expériences, vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes. Je vous remercie. S'il y a des questions, faites-les, madame. Alors, je vous remercie pour cette conférence. Et Dieu sait que vous m'avez envoyé dans mon passé d'étudiante quand je voulais faire des études de physique, mais je me suis trouvée en plus chimie. Je ne le regrette pas, mais ma curiosité physique pour les phénomènes biologiques a toujours été présente et j'essaie de faire de l'interprétation, même actuellement, sur mes expériences. J'influence mes résultats et parfois ça marche. Alors, vous avez dit pas mal de choses, toutes intéressantes, mais ma question la plus importante, c'est ce que vous n'avez pas abordé, c'est-à-dire le rôle du temps dans tout ce que vous avez décrit. Surtout le temps dans les deux dimensions, du cohérent et du non cohérent. Et ça nous ouvre extrêmement beaucoup de voies de réflexion sur la notion de temps, si je l'ajoute comme facteur, dans le monde du microscopique ou du Vous avez tout à fait raison. Parce que j'ai omis la notion de temps pour compliquer les choses. Je n'ai parlé que de dimensionnalité ici. Notion de dimension. As-tu fait le que des notions de dimension, alors que la notion de temps est importante. La notion de temps est importante. Pourquoi? La fonction courir du coup, hein? D'accord? C'est un temps que je peux mesurer. Mais à l'échelle moléculaire, les phénomènes sont de l'ordre de la picoseconde. Les phénomènes se passent dans une échelle de temps extrêmement rapide.